Bonjour tout le monde. Alors avant de commencer cette série de vidéos que je vous ai promis sur l'Islande du temps des Vikings, je me suis dit qu'il serait déjà pertinent de faire une première vidéo sur les Vikings eux-mêmes, puisque c'est un terme qui est décidément très à la mode aujourd'hui, et on entend et on voit vraiment tout et n'importe quoi à leur sujet. Donc je vais essayer de remettre un petit peu les choses dans leur contexte historique, et on va parler des Vikings, de qui ils étaient, où est-ce qu'ils vivaient, dans quel type de société, sans tomber ni dans le cliché ni dans l'adoration. C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Comme à l'accoutumée, je vais déjà commencer par parler de l'origine du mot viking. Donc l'étymologie est assez incertaine puisque la racine vik peut signifier différentes choses selon que ce mot soit utilisé en vieux anglais ou en vieux norrois. Mais ce qui est certain, c'est que le mot viking en lui-même vient du vieux norrois et il désigne un individu ou un groupe d'individus qui se livrent à des activités de piraterie sur terre ou sur mer. Ou alors même, il peut désigner aussi l'acte même de piraterie. Alors si à l'origine ce mot en vieux norrois n'a absolument aucune connotation ethnique mais désigne uniquement ceux qui partent en expédition viking, il a évolué et maintenant, à partir à peu près du 19e siècle, il est de plus en plus couramment utilisé pour désigner l'ensemble des peuples scandinaves de ce qu'on appelle la période viking. Donc la période viking, c'est la période que l'on fait débuter traditionnellement en 793, donc lors du fameux assaut, fameux raid sur l'abbaye de Lindisfarne en Angleterre. Et il prend fin à peu près au milieu du XIe siècle, puisque les raids se sont subitement arrêtés suite à la christianisation de la Scandinavie. Qu'ils soient danois, suédois, norvégiens, islandais, féroïens, groenlandais ou vareg, ils partagent tous la même culture indo-européenne, d'origine indo-européenne, et se comprennent très bien malgré quelques différences de dialecte, notamment grâce à une langue commune, le vieux norrois, qui fait partie de la branche germanique des langues indo-européennes. Les Vikings sont avant tout des grands marins, puisqu'entre les fjords escarpés de Norvège et les marais du Danemark, le moyen le plus sûr et le plus facile de se déplacer sur de longues distances en Scandinavie ancienne, c'était bien sûr le bateau. Donc ce peuple a développé d'excellentes connaissances en navigation ainsi qu'en fabrication de bateaux. Savoir-faire qu'ils ont su mettre en application en devenant depuis des temps anciens déjà des marchands qui commerçaient par voie maritime avec tout le reste de l'Europe. Alors ils échangeaient des produits, ils exportaient notamment des produits comme de l'ivoire de Morse, des fourrures et de la laine produites essentiellement en Islande. Et ils importaient des produits tout aussi divers que de l'acier d'excellente qualité qui venait des pays arabes, des soieries également, ou éventuellement des esclaves venus des îles britanniques. Ce commerce, ils l'entretenaient grâce à de nombreux comptoirs qu'ils ont créés dans toute l'Europe, depuis l'Angleterre, depuis l'Irlande, l'Angleterre, la France, jusque dans la mer Baltique et même jusque dans les pays arabes. Les Vikings étaient également réputés comme étant de grands guerriers et à ce titre ils étaient souvent embauchés en tant que mercenaires comme par exemple la garde vareg de l'empereur byzantin qui était composée de Suédois. Ils avaient bien entendu aussi des corps de métiers artisanaux, comme par exemple forgerons, artisans du cuir, charpentiers, etc. Tous les métiers qu'on peut imaginer liés à la vie de cette époque. Mais ces hommes étaient aussi et avant tout des fermiers, puisque la plupart d'entre eux étaient propriétaires terriens, ils cultivaient une terre, entretenaient des troupeaux, pêchaient pour ceux qui habitaient au bord de la mer. Et d'ailleurs, cette classe paysanne pouvait être extrêmement respectée dans la société viking, puisque contrairement aux pays chrétiens, où la classe paysanne était plutôt pauvre, voire en état de servage, un propriétaire terrien et un fermier chez les vikings pouvait très bien être un homme particulièrement élevé dans la société et respecté en fonction de ses possessions et de la prospérité de ses affaires. Concernant les expéditions vikings, elles n'étaient pas réservées à une élite guerrière, puisque la majorité des hommes libres savaient manier plus ou moins bien les armes. Ainsi, tout un chacun pouvait partir à l'appel d'un chef ou d'un homme riche qui possédait des navires, partir en expédition viking afin de ramener des richesses. La société viking, à l'instar de beaucoup d'autres sociétés d'origine indo-européenne, était une société extrêmement hiérarchisée. Donc cette hiérarchie s'établissait selon le statut social des individus, qui était principalement défini sur deux points. Le premier point, le plus important, c'était la naissance, donc ce qui veut dire le lignage, puisque un homme héritait non seulement
des possessions matérielles de ses ancêtres, mais aussi de leur gloire. Gloire qu'il convenait bien sûr d'entretenir en faisant prospérer ses affaires, en accumulant des richesses, en acquérant des terres ou en accomplissant un exploit guerrier, puisque bien sûr ce genre d'exploit était particulièrement bien vu dans cette société. Le deuxième point, c'est donc les richesses matérielles qu'un homme pouvait hériter de ses pères et faire prospérer. Donc ça pouvait être une ferme, une terre, ça pouvait être aussi du bétail, des esclaves, un navire, des marchandises, enfin toutes sortes de choses qui constituent une richesse matérielle. Au bas de la hiérarchie sociale, on retrouve bien sûr l'esclave. Mais l'esclave, dans la société viking, ce n'est pas comme un esclave par exemple chez les Romains, qui est considéré comme une marchandise. Chez les Vikings, il est considéré comme un homme, mais un homme qui est privé de ses libertés. Donc il appartient à un maître qui n'a toutefois pas droit de vie et de mort sur lui, puisque l'esclave est protégé par la loi, bien qu'il ait beaucoup moins forcément de droits qu'un homme libre. D'ailleurs, la plupart des esclaves, beaucoup en tout cas, finissaient par être affranchis par leur maître et devenaient des huskarl, donc qui désigne un homme libre mais qui n'est pas propriétaire terrien. C'était donc un domestique, quelqu'un qui était employé par un propriétaire terrien pour faire des travaux agricoles ou autres. Au-dessus, on va avoir le bondi, donc le propriétaire terrien. Comme on l'a vu précédemment, ce propriétaire terrien pouvait être plus ou moins élevé dans la société selon ses possessions et la prospérité de ses affaires. Ensuite, on a des statuts un petit peu particuliers, comme par exemple celui du skald, qui pouvait rentrer au service d'un roi ou d'un jarl, qui était maître de la poésie. Il y avait aussi par exemple les capitaines de navires qui possédaient un bateau et pouvaient les louer pour des expéditions vikings ou pour faire du commerce. Ensuite, on arrive aux classes aristocratiques dirigeantes. Donc on va retrouver le Hersir, qui est un chef de canton en quelque sorte, qui correspond à peu près au statut de comte. Au-dessus, on retrouve le Jarl, qui administre un territoire un petit peu plus grand et qui correspond au statut de duc. Et enfin, le statut le plus élevé dans la société viking, qui est le titre de Konung, qui veut dire roi. Donc ce titre de roi est héréditaire, toutefois il doit être soumis à l'approbation d'un conseil de chefs régionaux pour pouvoir être proclamé en tant que roi. Quant au statut des femmes, il pouvait varier énormément selon leur naissance et le statut social de leur mari. Donc elles pouvaient être soit des esclaves, soit des femmes libres, Husfreyja par exemple, qui correspond à maîtresse de maison. Elle pouvait même être reine, et on sait que les femmes veuves avaient plus de droits que les autres femmes puisqu'elles jouissaient des possessions de leurs défunts maris. Quant aux enfants, ils n'ont pas vraiment de statut juridique avant d'atteindre l'âge de 14 ans, âge auquel ils deviennent adultes et peuvent donc avoir des possessions et participer au Thing. La loi chez les Vikings, elle a un caractère sacré, et tout le monde doit s'y conformer, de l'esclave jusqu'au roi, du moins à l'époque païenne. Ces lois sont décidées lors d'assemblées appelées les Thing, qui se réunissent soit en conseil ordinaire, soit extraordinaire, et durant laquelle les hommes libres légifèrent et votent, leur vote comptant selon leur statut social. Alors c'est intéressant de noter que chez les Vikings, l'unité territoriale n'est pas définie par rapport aux possessions d'un chef, mais bien au contraire à une juridiction sur laquelle s'applique une loi et à laquelle le chef lui-même est soumis et qu'il est chargé de faire respecter et administrer ce territoire. Comme par exemple le territoire conquis en Angleterre par les Danois au IXe siècle, qui s'appelle donc le Danelaw, qui signifie la loi des Danois, donc par extension le territoire sur lequel la loi des Danois s'applique.
Alors, la religion des Vikings est bien sûr représentée dans le panthéon des dieux nordiques, que vous connaissez déjà certainement. Ces dieux sont célébrés soit de manière individuelle dans le cadre familial, mais ils peuvent être aussi célébrés de manière collective, notamment dans les temples qui sont dédiés aux divinités, et lors de banquets sacrificiels par exemple. Alors même si les païens nordiques possèdent des gardiens des temples et que certains chefs ont des responsabilités religieuses, il n'existe absolument pas de clergé à proprement parler, comme il existe par exemple chez les chrétiens. Les Vikings connaissent aussi la magie, dans laquelle certains hommes étaient très versés, notamment en Islande. Il y a de nombreux récits à ce sujet. Et également la divination, qui était l'affaire des femmes, puisque avec les fameuses Völva, qui étaient donc des voyantes et des devineresses, qui étaient des femmes extrêmement respectées du moment que leur prophétie venait à se réaliser. Alors bien sûr, c'est très résumé, il y a beaucoup plus à dire sur la religion païenne des Vikings, mais c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, donc c'est pas le sujet principal en tout cas, donc je vais pas m'étendre plus longtemps sur le sujet, vu que ça fera l'objet de prochaines vidéos. Pour conclure cette vidéo, je voudrais vous parler d'un livre qui m'a servi entre autres de source documentaire pour la réalisation de ce sujet. Donc il s'agit du Parler viking par Grégory Cataneo, qui est paru aux éditions Heimdal, donc une maison d'édition tout à fait sérieuse sur l'histoire. Donc déjà je tiens à préciser que c'est absolument pas un placement de produit, j'ai aucun lien avec l'auteur de ce livre ni avec la maison d'édition, mais c'est seulement un livre que j'ai bien apprécié à sa lecture, donc je tenais à vous le faire partager si vous recherchez les livres sur le sujet. Donc on trouve en premier lieu déjà un tableau qui résume en fait la prononciation des mots en vieux norrois et la différence, parce que beaucoup de lettres ne se prononcent pas comme en français. Donc il y a un tableau qui est très pratique justement pour aider à la prononciation des mots en vieux norrois qui sont souvent un casse-tête pour les francophones. Donc ce livre se présente en fait comme un dictionnaire avec une sélection de mots qui sont souvent rencontrés dans les sagas et qui sont intéressants de traduire, et l'auteur donne en fait pas mal de renseignements sur chaque mot, donc il n'y a pas énormément de mots, je m'attendais à en trouver un peu plus. Ils sont regroupés en thèmes, donc par exemple là vous avez l'indigence, mais il va y avoir aussi la religion, il va y avoir la sociabilité, les fonctions dans la hiérarchie, les élites, etc. Donc voilà, c'est un livre qui coûte une quinzaine d'euros. Il n'est pas très épais, il se lit très vite, et pour moi c'est un indispensable si vous faites de la reconstitution viking notamment, ou si tout simplement vous êtes un amateur de cette période-là. J'espère que cette vidéo en tout cas vous a plu, que vous avez pu y trouver des informations utiles. N'hésitez pas en tout cas, si elle vous a plu, à donner votre avis, à laisser un commentaire, à la partager, pourquoi pas. Ça me ferait extrêmement plaisir, ce serait une très bonne reconnaissance pour mon travail. Donc merci beaucoup aux nouveaux abonnés, et le nombre des abonnés progresse doucement mais sûrement, et les retours sont globalement toujours aussi bons. Je pense que le son s'est grandement amélioré puisque je viens enfin de recevoir mon nouveau micro. Donc voilà, merci à tous, et puis à la prochaine vidéo pour la suite de cette saga islandaise.